Bonjour et bienvenue. Les syndicats sont reçus demain à Matignon pour préparer la grande conférence sociale qui aura lieu les 20 et 21 juin prochains. François Hollande s'exprime pour sa deuxième grande conférence de presse jeudi. Fera-t-il à nouveau appel au social-libéralisme ? Eh bien, nous allons en parler ce matin avec le numéro 1 de la CGT qui va donc être au cœur de l'actualité dans les prochains jours. Bonjour Thierry Lepan. Bonjour. Alors, c'est votre première grande émission télévisée. Merci de la faire avec nous au Grand Rendez-vous. Vous avez 53 ans, on vous connaît encore assez peu. Vous êtes un ancien champion d'haltérophilie, mais vous avez commencé à travailler à 17 ans comme soudeur. On vous a découvert lors de la fermeture des sites normands de Moulinex à la fin des années 90, début 2000. Et vous vous êtes imposé, on va dire, au forceps à la tête de la CGT, alors que Bernard Thibault, on s'en souvient, avait choisi un autre poulain, en l'occurrence Nadine Prigent. Vous arrivez donc à la tête de la CGT sous un gouvernement de gauche, face à des plans sociaux qui se multiplient. Première question de Michael Darmon, d'ITélé. Alors au fond, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans la mauvaise période d'être à la tête de la CGT quand la gauche est au pouvoir ? Ben écoutez, c'est déjà arrivé dans notre pays. Et puis on ne choisit pas le secrétaire général de la CGT en fonction de la couleur politique qu'ont choisi les Français. Ça peut être aussi une chance d'avoir un gouvernement de gauche dans ce pays pour que les revendications des salariés puissent être prises en compte. Et notre objectif à nous, c'est bien de faire en sorte que les revendications des salariés puissent émerger et à ce que ce gouvernement réponde comme il s'y était engagé en matière de salaire, en matière d'emploi, en matière de retraite et puis en matière d'avenir industriel pour notre pays. Mais c'est encore une chance, vous dites, c'est peut-être une chance d'avoir un gouvernement de gauche. On a l'impression quand même que la CGT est sérieusement déçue par une année de Hollande. Vous l'avez même écrit. Oui, bien sûr, nous sommes déçus du résultat de la politique et de la politique elle-même mise en œuvre par ce gouvernement. Je crois que ce gouvernement n'a pas choisi la rupture d'un point de vue économique avec les gouvernements précédents, puisqu'on voit que les mêmes recettes vont sans doute produire les mêmes effets. Et contrairement d'ailleurs aux engagements du président de la République et contrairement aux engagements de campagne électorale de l'ensemble des députés qui se sont fait élire, je le rappelle, sur des questions sociales. On a bien vu le tournant dans la campagne électorale des élections présidentielles, mais aussi des élections législatives. Les questions sociales ont été au cœur de cette campagne. On a beaucoup parlé des questions qui préoccupaient les gens, ce qui n'est visiblement plus le cas aujourd'hui. C'était mieux sous Sarkozy ? On se souvient que la CGT à l'époque était un interlocuteur privilégié, disait-on, de l'ancien président de la République. Alors vous savez que si nous avons appelé à voter François Hollande, il y avait deux raisons. Voilà. La première raison, c'était de battre Nicolas Sarkozy. Voilà. La deuxième raison, c'était de donner à nouveau de l'espoir pour les salariés dans notre pays. Mais le battre parce que vous aviez été déçu, parce qu'au début, il y avait quand même un nouveau dialogue qui commençait au début du quinquennat. Au début de son quinquennat, Nicolas Sarkozy parlait du travail, il parlait du salaire, il parlait de l'emploi, il parlait de l'avenir industriel et économique de la France. Bon, on a vu rapidement quelle était sa conception du travailler plus pour gagner plus. Ça s'est traduit par travailler plus pour gagner moins. Il y a eu donc un décalage entre, là aussi, les effets annoncés et le résultat de la politique telle qu'elle a été mise en œuvre. Puis vous savez, Nicolas Sarkozy a été le seul président de la République dans l'histoire de France à faire siffler le secrétaire général de la CGT. Ça, on ne l'oublie pas quand ça vous arrive une fois dans votre vie. Voilà. Et donc, je pense qu'il a porté une responsabilité dans la détérioration du climat social et des relations sociales dans notre pays. On est dans une période de crise, on voit bien la multiplication des plans sociaux, des licenciements, il n'y a plus d'argent. Vous allez mener une CGT de combat, d'opposition ou de proposition ? Les trois. Voilà. Notre syndicalisme, c'est avant tout un syndicalisme de proposition. Nous en faisons à chaque fois qu'on a la chance de bénéficier d'une ouverture de négociation. Et en même temps, vous êtes peu entendu. On n'est pas entendu, mais c'est pas parce qu'on n'est pas encore suffisamment entendu qu'on ne propose pas. J'entendais ce matin, en venant sur votre antenne, un commentateur qui disait comme ça que la CGT était allée la dernière fois à la négociation sur l'emploi sans armes et bagages, ce qui est complètement faux. Oui, ce qui est complètement faux. Enfin, on a mobilisé environ... on dit que vous aviez nommé une femme qui n'était pas une spécialiste de ces questions pour mener la négociation et qu'elle est arrivée sans texte véritablement, alors qu'il y en avait un qui avait été écrit d'ailleurs. Non. C'est Agnès Le Bott qui a dirigé la délégation. Qui n'est pas une inconnue, qui est membre du bureau confédéral, qui dirige une grande région, qui est la région du Nord. Et qui n'avait jamais mené ce type de négociation. Non, mais qui a une grande expérience. Vous savez, moi, la première fois que j'ai négocié l'accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle, c'était aussi ma première négociation. Oui, sauf que c'est pas ce qui m'a conduit à ne pas signer l'accord. L'accord était bon, nous l'avons signé. Si l'accord avait été bon, nous l'aurions signé. Regardez cette semaine, il y a l'ANI, l'accord du 11 janvier que vous avez refusé de signer, qui va être voté. Donc la flexibilité
flexibilité. Il y a aussi l'amnistie syndicale. Finalement, le gouvernement remballe cette proposition et dit non à une proposition des sénateurs communistes. Ce sont des combats perdus par la CGT, ça. Alors, ce ne sont pas d'abord les sénateurs communistes. C'est une proposition du... Oui. D'accord, mais c'est le Sénat. Oui, oui. C'est le Sénat qui a voté. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu des communistes au Sénat. Voilà. Oui. Et ça a été voté de manière majoritaire. Bon, et le gouvernement a dit qu'il ne le ferait pas. Attendez, c'est bien la preuve qu'il y a eu un débat au Sénat et que le débat a permis de faire émerger un projet de loi. Là-dessus, le Premier ministre, le Président de la République et le ministre du Travail ont dit non, il n'y aura pas d'amnistie. Ce qui est d'ailleurs contraire aux engagements qu'ils avaient pris. Puis je rappelle que l'amnistie, c'est passer l'éponge sur des événements qui ont eu lieu. Quels sont ces événements ? Ce sont des salariés qui, à un moment donné, se sont battus contre la politique de Nicolas Sarkozy, et donc ont fait en sorte que le président de la République, François Hollande, puisse être élu. Et donc ces gens-là ont le sentiment, mes camarades ont le sentiment qu'effectivement ils ont été bafoués, humiliés une seconde fois. Mais le gouvernement dit on ne peut pas légitimer la violence, fût-elle syndicale. Mais il ne vous a pas échappé que dans le projet de loi, tel qu'il a été proposé par le Sénat, les actes de violence, et notamment les violences physiques, ne sont pas amnistiés. Il n'en a jamais été question. Bon. Ce qui est prévu d'amnistier, ce sont les actes dans lesquels il n'y a pas eu de violence. Mais tout ça, finalement, est mis sous le tapis. La CGT espérait, autour de cette proposition-là, ou de l'accord de flexibilité, elle l'a refusé, et ça n'a pas été C'est quand même entendu. normal que la CGT espère que ceux qui prennent des engagements devant les Français les respectent. Enfin, excusez-moi de vous le dire aussi bêtement que ça, mais quand le président de la République s'est engagé à avoir une loi d'amnistie qui allait couvrir le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est quand même bien un de ses engagements. C'est normal qu'on croie le président de la République. A priori, bon, c'est quand même normal quand le président de la République nous dit la priorité c'est l'emploi, c'est notamment l'emploi des jeunes, c'est notamment l'emploi industriel, et qui fait sa campagne là-dessus, c'est quand même normal qu'on croit. Quand le président de la République candidat va à Florange et qui dit si Mittal veut vendre, on va nationaliser, on prendra une part dans le capital pour produire de l'acier dans notre pays, c'est quand même normal qu'a priori nous le croyons. Michaël Darmon. Alors, on reviendra effectivement sur cette crédulité ou confiance a priori que vous faites à François Hollande, mais en fait demain il y a donc le début des négociations, des discussions en tout cas Matignon pour préparer la conférence sociale. Alors vous avez dit je suis un pragmatique. Dans quelle mesure demain, avec les enjeux de cette conférence sociale, vous allez le démontrer ? Écoutez, les choses sont simples. Nous avons eu 3 discours fondateurs à l'arrivée de ce gouvernement. Le discours de François Hollande lors de l'ouverture de la première grande conférence sociale. Vous remarquerez d'ailleurs que le terme « grande » a été supprimé entre la première et la deuxième. Il y a eu le discours de Jean-Marc Ayrault lors de la première conférence sociale, et puis il y a les lettres de cadrage des différents ministres. Nous, ce que nous souhaitons, c'est faire le bilan d'abord des mesures annoncées lors de la grande conférence sociale d'il y a un an, voir ce qui a été décidé, voir ce qui a été mis en œuvre, voir ce qui a permis des avancées ou pas. Et puis donc reprenons l'ensemble des chantiers et essayons de voir quel est le sens qui est donné à la politique économique, sociale, industrielle, environnementale dans notre pays. C'est ça la question qui est au cœur de la préparation avec la rencontre qu'on a demain soir avec le Premier ministre. Thierry Lepant, vous êtes dans quel état d'esprit avant de rencontrer demain soir justement le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ? Vous êtes là pour discuter ou vous êtes là pour confronter, vous opposer ? On est là pour confronter nos points de vue. C'est l'objet d'une négociation, c'est l'objet d'une concertation, c'est l'objet d'une conférence sociale. Et vous pensez qu'il y a un dialogue possible avec le gouvernement ? Il devra y avoir un dialogue possible. C'est pas possible que ce gouvernement n'écoute pas la voix des salariés, la voix de ceux qui l'ont mis en place dans ce pays. Et il n'y a pas eu lieu pour l'instant. Il n'a pas eu lieu ce dialogue. Il n'a pas eu lieu sur tous les sujets. Mais au fond, est-ce que c'est pas tout ça au fond déjà un marché de dupes, puisque est-ce que c'est pas Bruxelles qui déjà a fixé depuis quelques jours le menu de la conférence sociale en disant d'accord pour un délai pour atteindre les 3% de déficit, mais on pousse les réformes sur les retraites, sur la fluidité du marché du travail, sur la compétitivité. Au fond, il n'y a pas de marge de manœuvre. Vous avez vu que vous avez posé la question la semaine dernière à Moscovici. Pierre Moscovici, voilà. Ministre des Finances. Vous avez vu qu'il ne vous a pas répondu. Quand vous lui avez dit qu'est-ce que vous avez lâché pour obtenir les 3%, il ne vous a pas répondu. Moi, je vais vous répondre ce qu'il a lâché. La commission, alors qu'est-ce qu'il a lâché ? Je vais vous répondre ce qu'il a lâché, moi. Il a lâché, comme vous le dites, sur la question de la flexibilité. Il a lâché sur la question de la retraite. C'est la commission qui le dit, c'est pas moi. Oui. Il a lâché sur la question de la retraite. Et puis il a lâché aussi sur la politique industrielle, et notamment sur la cession d'actifs de l'État dans 2 grandes entreprises, EDF
et la SNCF. Voilà ce qu'il a lâché. Voilà ce qu'il a lâché. Ça veut dire que demain, on risque d'avoir une ouverture à la concurrence, voire une privatisation de deux grandes entreprises qui aujourd'hui structurent notre pays, l'aménagement du territoire, la question de l'égalité à l'accès à l'énergie et au transport ferroviaire. Ce sont des questions sur lesquelles, sans débat national, et tout ça pour réussir à faire plaisir à Angela Merkel et à reculer les 3% continuant le pacte de stabilité que la France a ratifié. Ce sont des choix que ce gouvernement est en train d'opérer aujourd'hui. Juste ouverture à la concurrence, c'est déjà le cas. Privatisation, pour vous, c'est en cours? Le gouvernement est en train de préparer des privatisations d'EDF et de la SNCF? Écoutez, je crois que quand on dit qu'on va ouvrir le capital... c'est pas pareil. Attendez, quand on dit qu'on va ouvrir le capital d'une entreprise publique à des fonds privés, on appelle ça une privatisation. Enfin, appelons les choses par leur nom. Si on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais le fait de vendre des actifs pour faire entrer du capital privé dans les entreprises oui, mais publiques, à part cette analyse c'est quand même que vous faites, une ouverture du capital et donc une privatisation. C'est un casus belli pour vous? Voilà, quelle réponse pour vous? Moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a besoin d'un transport public ferroviaire. Voilà, il y a besoin de le rénover. Voilà, il faut régler la question de la dette et il faut faire en sorte que cette industrie du ferroviaire dans notre pays puisse répondre à l'attente de l'ensemble des usagers. Ce qui n'est pas forcément encore le cas aujourd'hui. Et puis, on a une grande entreprise publique de l'énergie, avec des questions comme le nucléaire, qui ne sont quand même pas des questions banales dans notre pays. Quelle réponse la CGT peut avoir à, justement, l'analyse que vous faites et la situation demandée aujourd'hui par Bruxelles, telle que vous le décrivez? Quelle réponse vous allez apporter? D'abord, il faut que les Françaises et les Français et les salariés comprennent de quoi il s'agit. Parce qu'on leur dit simplement, on va ouvrir le capital. Personne ne voit concrètement ce que ça veut dire. Il va falloir rentrer dans les conséquences d'une ouverture du capital, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour le transport ferroviaire. Parce que ça, y compris, Moscovici vous l'a pas dit. Il ne dit pas. Le problème, c'est qu'il ne dit pas. Il ne dit pas ce qu'il veut faire. Pensant qu'on ne va pas le voir, forcément, on regarde et on voit. Thierry Lepant, il y a 3 semaines, vous avez écrit à François Hollande en lui disant il faut en finir avec l'austérité. Oui. Ce que fait Bruxelles, là, c'est donner 2 ans de plus à la France pour justement ne pas mener une politique d'austérité, donc on ne peut pas tout avoir. Mais la politique d'austérité, elle a déjà lieu en Europe. D'ailleurs, en France. Mais en France aussi. Vous avez remarqué qu'il y a 185 organisations membres de la CES, la Confédération européenne des syndicats, qui appellent ensemble, et c'est quand même rare pour le souligner, à une semaine d'action mi-juin, avec comme thème « Changer de cap, non politique d'austérité ». Pourquoi est-ce qu'on a été contraint d'appeler à cette semaine d'action? Parce qu'effectivement, les politiques d'austérité, que ce soit menées en Espagne, en Grèce, en Portugal, en Italie ou en France, produisent les mêmes effets. Les mêmes politiques produisent les mêmes effets. Et donc forcément, ça a contraint l'ensemble des syndicats européens à appeler une semaine d'action pour changer de cap. Donc la question n'est pas seulement à manifester à une action de force dans la rue en France contre le gouvernement. Nous appellerons l'ensemble des syndicats français de manière unitaire et l'ensemble des syndicats européens. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être là aussi une action nationale, mais une action européenne, puisqu'effectivement, et vous avez raison, les politiques d'austérité produisent les mêmes effets partout en Europe. Il faut les combattre partout en Europe. Donc, durant cette conférence sociale qui se prépare, vous n'avez pas l'intention de signer quoi que ce soit, de participer donc quoi que ce soit sur les chantiers proposés? Mais on participera à la conférence sociale, bien sûr. Mais est-ce que, bien sûr, participer physiquement, on l'a compris, mais est-ce que vous allez signer quelque chose? Mais lors de la conférence sociale, on ne signe rien, c'est pas une négociation. C'est une table ronde, tripartite, entre syndicats de salariés, syndicats d'employeurs, pilotée par l'État. Ça ne fait pas l'objet d'une négociation, c'est l'objet d'une concertation sur les sujets. Après, ça va embrayer sur des grandes négociations. Voilà. Après, il va pouvoir, sans doute, s'ouvrir des négociations. Voilà. Nous, sur le salaire minimum dans le pays, sur le droit à la retraite, sur la protection sociale, sur la question des salaires, on demande à ce qu'il y ait des négociations. Thierry Lepant, on va l'évoquer dans une seconde, on va marquer juste une pause, mais une toute petite question avant, parce que j'ai l'impression, on le disait un peu à l'ouverture de cette émission, vous êtes comme François Hollande et le gouvernement, il y a des plans sociaux qui se multiplient, et les syndicats ne peuvent pas faire beaucoup plus que le gouvernement, en fin de compte. Vous remarquerez quand même qu'on essaie de créer des mobilisations pour faire en sorte d'empêcher les licenciements. Je crois qu'il y a quelques dossiers ces dernières semaines qui démontrent que les syndicats de salariés, les salariés eux-mêmes, s'investissent pour préserver leur emploi, pour faire en sorte que les services publics puissent fonctionner dans notre pays, et pour faire en sorte que la question des salaires redevienne une question d'actualité dans notre pays. Ça fait des années et des années qu'on ne parle plus de salaire, qu'on ne parle plus de montant de retraite. Il faut remettre ces questions-là sur le devant de la scène. Vous restez avec nous, Thierry Lepant. On marque une pause et puis ensuite on s'intéresse justement à la boîte à outils.
Et nous sommes en compagnie de Thierry Lepont, le secrétaire général de la CGT. Notre invité ce matin, emploi, retraite, formation professionnelle. Menu chargé dans les semaines qui viennent. Mathieu Croissant-Doux. Oui, et juste avant d'attaquer les grands chantiers de l'année en cours, une question sur la stratégie de la CGT au fond. Vous dites que François Hollande doit corriger le tir. Est-ce que la CGT ne doit pas corriger le tir? Parce que si on regarde, quel grand dernier combat que vous avez remporté? Vous êtes beaucoup opposé et puis beaucoup de choses sont passées. Quel est le dernier grand combat remporté par la CGT? Il y a d'abord les combats tous les jours dans les entreprises, parce que c'est quand même là que ça se passe. Il y a des militants qui, au quotidien, se battent pour, ici ou là, gagner 5 emplois, 10 emplois, 15 emplois. Au niveau national, pour les réformes, c'est pas très spectaculaire. J'entends bien. C'est pas très spectaculaire, mais c'est ce qui fait la vie des salariés au quotidien. Ah oui, mais au niveau national, sur les réformes, là où on vous entend vous opposer, écoutez, quand est-ce que ça a marché? D'abord, durant les années Sarkozy, je vous rappelle quand même qu'on a empêché quelques... pas les retraites. Pas forcément gagné, mais on a quand même empêché quelques plans qui étaient dans les dossiers et que ce il n'y a pas de grand projet que vous avez fait reculer. Bon. Il n'y a pas de grand projet gouvernemental, quel qu'il soit, que vous ayez réussi à faire reculer au fond. Mais vous avez oublié l'époque du CPE déjà. Bon. Mais oui. C'était les syndicats étudiants en plus. Hein. Non, c'était les syndicats de salariés avec les syndicats lycéens, les syndicats étudiants. Oui, mais c'était quoi le CPE? C'était des contrats précaires. Chirac et Villepin, Oui, c'était un sous-SMIC. C'était bon, et on voit bien aujourd'hui encore le nombre de luttes qui seraient nécessaires pour que, dans les faits, il n'y ait pas de sous-contrat de travail avec des sous-salaires. Vous dites que justement dans les entreprises, on s'oppose et c'est moins spectaculaire. Mais ce qui est aussi moins spectaculaire, c'est que dans les entreprises, la CGT signe des accords. Bien sûr, oui. Comme à Rodez, par exemple, l'accord de compétitivité. Donc, il y a aussi de langage. Vous défilez à Paris et vous signez en province? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de langage, c'est une même stratégie. Tout ce qui va dans le sens de l'intérêt des salariés, la CGT ratifie des accords. Quand nous pensons que c'est une remise en cause des garanties collectives des salariés, nous nous y opposons. C'est d'ailleurs le problème qu'il y a eu avec l'accord du mois de janvier. Notre pays, en termes de droit social, a un socle. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Code du travail, c'est ce qu'on appelle la convention collective. Dans les accords que vous citez, il n'y a pas de mesures dérogatoires à la convention collective, ni même à la loi. Voilà. Est-ce que ça veut dire, Thierry Lepont, puisqu'on le voit, on va prendre un dossier que vous connaissez bien, l'automobile. Chez Renault, il y a eu un accord flexibilité que la CGT a refusé. Est-ce que ça veut dire que chez PSA, qui va présenter quelque chose maintenant que le 11 janvier est passé et que l'accord va être ratifié à l'Assemblée, est-ce que ça veut dire que la CGT est prête à discuter flexibilité chez PSA, maintenant que le dossier Aulnay est fermé? Écoutez, ça fait des années que la CGT discute sur le temps de travail. Accord de flexibilité. Mais dire oui à quoi? Voilà, c'est ça la question qui nous est posée. Si c'est dire oui à on va travailler plus pour gagner moins, la réponse de la CGT, ce sera non. Voilà. Mais s'il suffisait d'augmenter encore plus la rentabilité des entreprises pour sauver de l'emploi, il y a longtemps que ça se serait. Hein. Le problème auquel on est confronté, c'est pas celui-ci. D'abord dans l'automobile, je rappelle que, notamment chez Renault, mais c'est aussi chez PSA, pratiquement un salarié sur deux a déjà aujourd'hui une incapacité de travail à hauteur de 20%. Voilà, compte tenu des conditions de travail qui sont opposées aux salariés. Il y a déjà beaucoup de flexibilité aujourd'hui dans l'industrie automobile. Il y a des salariés qui aujourd'hui travaillent de 0 à 48 heures par semaine. Le travail du samedi, le travail de nuit, la marge de manœuvre. Donc on a fait tout ce qu'il fallait faire. La marge de manœuvre, flexibilité, nous sommes arrivés au bout aujourd'hui. Nous sommes arrivés au bout. Et pourtant, il va falloir repenser la question de l'industrie automobile et notamment la question du travail dans notre pays, ce qui reste un vrai chantier à ouvrir. Mais justement, le gouvernement regarde beaucoup du côté de ce qui s'est passé en Allemagne pour montrer justement la façon dont l'industrie automobile a pu s'en sortir. Ce système allemand, justement, qui a pratiqué aussi la modération salariale pour sauver des emplois, pour vous, c'est pas une solution? C'est pas que c'est pas une solution, c'est que ça produit des effets qui sont catastrophiques. Regardez en Allemagne, 7 millions de salariés qui touchent moins de 460 € par mois. 7 millions de salariés, voilà, qui travaillent et qui touchent moins de 460 € par mois. Maintenant, ça repart. Oui, non, mais d'accord, mais bon, vous voyez bien, sur le principe, vous voyez bien le niveau de salaire. Bon, on peut même pas dire que c'est un salaire, d'ailleurs, à peine 500 € par mois. Bon. Donc vous n'aimez pas le modèle allemand?
Bah, c'est pas que j'aime pas le modèle allemand, c'est qu'il est... Non, mais ça vous fatigue qu'on le mette en Oui, en mais avant. vous savez, c'est des questions de mode, ça. Il y a quelques années, on nous parlait du Danemark, de la Norvège, de la Suède, des pays de l'Europe du Nord. Bon, puis quand on a vu que dans ces pays-là, on a diminué en matière d'assurance chômage 50% des revenus des privés d'emploi, là, on s'est dit, est-ce que c'est réellement un vrai modèle? Donc maintenant, c'est l'Allemagne, mais dans quelques mois, quelques années, sans doute qu'on nous dira que le modèle, c'est l'Inde, c'est la Chine, le Pakistan. On a plutôt l'impression qu'en France, c'est plutôt un principe de fonctionnement. Jean-Marc Ayrault ne parle que de la concertation allemande, Michel Sapin également. La conférence sociale veut répondre aussi à cette volonté de méthode. Pour vous, c'est pas le bon système, la bonne gouvernance? Mais ils ont leur modèle. Nos gouvernants ont leur modèle. La politique de notre pays, ça fonctionne toujours comme ça. Voilà. On leur met un petit chiffon rouge, et puis pendant quelques mois, ils nous font voir le petit chiffon rouge. On regarde que ça. Bon. Moi, j'essaie de regarder tout ce qui se passe en Europe, et y compris en Allemagne. Et aujourd'hui, les salariés allemands sont pas forcément plus heureux que les salariés français. La preuve, c'est que l'ensemble des syndicats allemands a également appelé à participer à la semaine européenne d'action sur changer de cap, non politique d'austérité. Je pense que si, dans leur pays, la vie avait été plus agréable, ils n'auraient pas appelé à nos côtés avec ce mot d'ordre-là. Vous demandez une revalorisation du SMIC et des salaires en pleine période de rigueur. On a quand même un peu envie de vous dire, c'est à contre-courant. C'est pas le moment. Peut-être, mais c'est pas à contre-courant de ce que ressentent les salariés toujours. Parce que ça fait des années justement qu'on parle plus de salaire et de rémunération dans notre pays. C'est devenu. Le SMIC à combien? C'est devenu une question. Le salaire, c'est devenu une question dont on ne débat plus aujourd'hui. D'ailleurs, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, dans le cadre de ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires. Et là-dedans, il y a forcément aussi la question du salaire. L'employeur arrive en disant « j'aurais bien voulu vous donner quelque chose, mais l'entreprise est en telle difficulté que vous passerez de tout ce que vous avez pu rêver, et donc vous allez avoir entre 0 et 0,01. S'il n'y a pas d'action syndicale dans l'entreprise, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Donc le SMIC, à combien, selon vous? Nous l'avons estimé comme étant à 1 600 €. On reste là-dessus? Oui, bien sûr, oui. Pour nous, c'est la base de négociation pour un salaire minimum dans notre pays. Mais quand on a regardé le montant du loyer, le montant de la facture EDF, le montant de la facture France Télécom, le montant de la facture... quand on regarde ce qui reste, il faut bien ça pour vivre dans notre pays aujourd'hui. Mickaël Darmon. Alors, il y a un sujet sur lequel le gouvernement aussi est très attentif à voir comment vous allez vous positionner, c'est celui que vous connaissez bien, de la formation professionnelle. Justement, la CGT a toujours participé, ou en tout cas voulu signer des négociations sur ce sujet-là. Est-ce que pour vous, il faut une réforme de cette formation professionnelle? D'abord... on sort d'une réforme de la formation professionnelle. La dernière réforme date d'il y a 2 ans et demi. C'est vous qui l'avez négocié? Oui. On a signé les 2 dernières réformes, les 2 derniers accords nationaux interprofessionnels. Là, on nous parle à nouveau d'une nouvelle réforme. Quel est le sens de la réforme? D'abord, pour nous, la formation professionnelle doit répondre à 3 objectifs. L'émancipation des femmes et des hommes, la réponse aux besoins des entreprises et la réponse aux besoins de la nation. Encore faudrait-il que le gouvernement, s'il dit qu'il souhaite une réforme, qu'il puisse définir quel est le cadre qu'il entend donner à cette réforme. Alors pour l'instant, c'est un cadre financier. Le gouvernement Hollande, comme Sarkozy à l'époque, dit la formation professionnelle, c'est plus de 30 milliards d'euros par an qui disparaissent dans les sables, en gros. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Alors, il y a un mensonge d'État. Je vous ai préparé un petit graphique parce que je savais que vous allez me poser la question. Voilà, je vais la faire à la François Langlais. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais parce ça que lui fera plaisir. C'est important. C'est important. Il y a un mensonge d'État. Voilà. Le président de la République nous dit il y a 32 milliards d'euros sur la table, on ne sait pas ce qu'ils en font. Voilà. Moi, je vous ai amené la décomposition. Alors, dites-nous pour ceux qui écoutent à la radio. Voilà. Mais oui, je vais vous donner les chiffres. Un graphique à la radio, oui. on est à la télé aussi. Je vais vous donner les chiffres. Sur les 31 milliards d'euros qui représentent l'ensemble des dépenses de formation dans notre pays, il y en a 4,7 qui sont des dépenses de l'État. Ça dépend que de l'État. Ça veut dire que si l'État veut réformer, il peut le faire. Il n'a pas besoin des partenaires sociaux. La formation des fonctionnaires, quoi. Entre autres. Il y a les régions. Ça, c'est la formation professionnelle pour les lycées, par exemple. On forme des jeunes de 15 ans à 22 ans. C'est un peu plus de 4 milliards d'euros. Il y a la formation pour les privés d'emploi. Les parents pauvres. L'UNEDIC, les parents pauvres. 1 milliard 800 millions d'euros. 1,8 milliard sur 31 milliards. Eh oui. Voilà. Il est peut-être là le problème. Mais sans doute. Ça veut dire qu'il faut relever les cotisations de l'assurance chômage pour former les privés d'emploi.
Les employeurs ne veulent pas. D'où l'idée, on va prendre de l'argent à ceux qui travaillent pour permettre le financement de la formation professionnelle de ceux qui sont aujourd'hui exclus du monde du travail. Il y a la fonction publique, là ça dépend directement du ministre de la fonction publique, c'est quand même 6 milliards. Et puis il y a les entreprises. Les entreprises, c'est seulement, entre guillemets, 13 milliards d'euros. Sur les 13 milliards d'euros, il y en a seulement 6 qui sont gérés par les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés. 6 milliards d'euros sur un rapport de 31. Et sur les 6, parce que je vais aller jusqu'au bout, et sur les 6, il y en a 3, c'est le financement des salariés qui sont en formation de leur salaire. Donc ça veut dire... En gros, il y a 32 milliards. C'est pas de ma faute. Non, ça veut dire que quand François Hollande nous dit il y a plus de 30 milliards d'euros sur la table et c'est mal géré. Voilà. Ce qui est géré par les partenaires sociaux, syndicats de salariés, syndicats d'employeurs, c'est 3 milliards d'euros. Voilà. Et donc, il y a véritablement une arnaque nationale qui vise à nous faire croire qu'il y a plein d'argent partout et qu'on ne sait plus quoi en faire. Voilà. Thierry Lepont, vous êtes secrétaire général de la CGT, vous êtes un spécialiste de la formation professionnelle. Est-ce que vous êtes prêt à discuter sérieusement et à signer les nouvelles propositions du gouvernement sur cette question-là? En gros, permettre à ce que l'argent aille plutôt aux gens qui n'ont pas de formation ou qui n'ont pas d'emploi. Mais l'idée est généreuse. Bien sûr qu'on est prêt, bien sûr. On le fait déjà d'ailleurs. Je vous rappelle que nous avons créé le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. 13% de la collecte des 6 milliards d'euros que j'évoquais à l'instant sont déjà mutualisés. C'est l'effort des salariés à l'égard de ceux qui n'ont pas de travail aujourd'hui. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ce gouvernement nous demande de faire ce que nous avons déjà fait. Et vous pensez que s'il y a un dossier sur lequel vous pourriez signer avec le gouvernement, c'est celui-là ? Je ne connais pas encore aujourd'hui la lettre de cadrage. J'ai remarqué d'ailleurs que à l'ouverture à la mise en place de ce gouvernement, nous avions un ministre de la formation professionnelle. Dès qu'il y a eu le moindre couac gouvernemental, le premier ministre qu'on a supprimé, c'est celui-ci. Voilà, comme par hasard, c'est celui-ci, Thierry Repentin. Et on a mis la formation professionnelle rattachée directement à Michel Sapin, le ministre de l'Emploi. C'est ce qu'on montre l'importance en réalité, peut-être, non ? C'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui devrait s'en occuper. Voilà. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été très efficace sur le dossier. Alors, il y a un autre chantier qui va s'ouvrir, et avant d'aborder le gros morceau, celui des retraites, c'est la question de la convention d'assurance chômage qui va être renégociée. Là aussi, on est en période de crise, il y a moins d'argent, on se dit il faut tailler un petit peu. Alors, où est-ce qu'on peut faire des économies dans vous savez, il y a deux solutions. La première consiste à augmenter les cotisations. Voilà. On peut se dire que plus le chômage augmente, plus les besoins sont forts, et donc plus il y a besoin d'augmenter les cotisations. Et vous connaissez la réponse des entreprises, plus on augmente les cotisations, moins on crée d'emplois, et donc plus il y a de chômeurs. Donc si c'était vrai, ça se serait. Voilà. Et ça fait d'ailleurs 30 ans. Le travail pour vous, c'est pas un problème. Non, mais ça fait 30 ans qu'on nous dit que la seule question pour sortir le pays de l'impasse, c'est de baisser le coût du travail. Ça fait 30 ans qu'on baisse le coût du travail dans notre pays, et notre pays s'enfonce dans la crise. Et tous les pays en Europe, je pense à l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Italie, qui ont commencé à aborder les questions économiques par l'abaissement du coût du travail, tous ces pays-là sont dans une situation catastrophique d'un point de vue économique, on augmente le coût du travail d'un point de vue économique et d'un point de vue social. Il y a, si vous voulez, je le pense, et je l'ai écrit à François Hollande, un vrai débat dans notre pays à ouvrir. La France est divisée en deux parties. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les syndicats de salariés, c'est vrai pour les parlementaires, et c'est vrai pour l'ensemble des Français. Il y a une partie de notre pays, de salariés, de citoyens, qui pensent que le travail est un coût et qu'on va s'en sortir en abaissant le coût du travail. Je pense exactement l'inverse. Je pense que le travail est une richesse. Voilà. Et que la question qui nous est posée, c'est la question de la répartition de la richesse. Puisque nous ne sommes pas d'accord avec la France est divisée, ouvrons un grand débat national sur est-ce que le travail est un coût ou est-ce que le travail est une richesse. D'ailleurs, si je peux me permettre... Mais on a le temps là d'ouvrir un grand débat national en ce moment. Bien sûr. Si je peux me permettre, moi quand je suis là aujourd'hui, j'ai pas le sentiment d'être un coût pour la CGT. Je suppose que quand vous êtes là, vous n'avez pas le sentiment d'être un coût pour votre entreprise. Voilà, vous êtes la richesse de l'entreprise. Et ça veut dire c'est vous qui faites l'entreprise. Ça veut dire, Thierry Lepont, que en gros aborder la question de la compétitivité via le crédit impôt compétitivité emploi qui a été mis en place par le gouvernement, c'est pas la bonne stratégie. C'est toujours la même stratégie. C'est pas, en se basant sur le coût du travail. Oui, la question qui obnubile ce gouvernement, comme d'ailleurs ça a focalisé l'attention du gouvernement précédent, c'est la question du coût du travail. Je lisais l'autre jour dans une revue spécialisée que les remises commerciales d'un grand constructeur comme Renault aujourd'hui, à ses clients, donc, la remise commerciale, c'est plus que le salaire
Et c'est plus que le salaire et les cotisations sociales. Voilà. Enfin, Thierry Lepant, vous venez non, ça veut dire qu'on admet que la remise commerciale, c'est plus que le paiement du travail de la femme, des femmes et des hommes qui produisent le véhicule qu'on vient d'acheter. C'est quand même quelque chose de fort, ça. Oui, le coût du travail, c'est peut-être une richesse pour l'entreprise. Le travail, c'est aussi un coût. Vous le savez, vous venez du secteur privé, vous connaissez sans doute des patrons de PME. Quand ils vous disent si j'embauche quelqu'un, ça me coûte 150 ou ça me coûte 100, c'est pas tout à fait la même chose pour lui, c'est bien un coût. Les patrons de PME, c'est pas leur principal souci. D'ailleurs, ils le disent pas. Leur principal souci, c'est l'accès au crédit. Voilà. Et c'est l'accès à l'investissement, c'est l'accès à l'exportation, c'est l'accès, y compris à l'organisation de la tissu industriel dans les territoires. Bon, c'est des questions y entrer, y compris à la mutualisation, au groupement d'entreprises. Ça les préoccupe. La question du salaire du salarié qui travaille pour eux dans une PME, c'est pas la question majeure. Et ils savent bien, y compris, notamment les petits patrons, ils savent bien qu'ils ne payent pas le prix que ça coûte. Donc, on peut un employeur qui aujourd'hui a un salarié qui le rémunère jusqu'à 1,6 le SMIC. Il n'y a plus de charge. Il n'a pas de cotisation sociale déjà. Enfin, je veux dire, on parle de supprimer quelque chose qui n'existe pas déjà, qui n'existe pas. Et donc pour vous, le bon levier pour l'assurance chômage, en tout cas, c'est d'augmenter les cotisations. Moi, je pense qu'il faut responsabiliser les entreprises au regard des politiques de l'emploi. Une entreprise qui licencie devrait payer plus d'assurance chômage puisqu'elle fait porter sur la collectivité des décisions qu'elle a elle-même engagées. Et puis, il y a quand même des questions, je vais au moins en soulever une, qui m'a choqué, mais je suppose qu'elle vous a choqué aussi. C'est la décision en pleine période de crise chez PSA. Vous avez vu que M. Varin a demandé à l'Assemblée Générale des actionnaires un mandat pour disposer de 320 millions d'euros pour acheter des actions et les brûler. Pour faire monter le cours de bourse. Pour que la famille Peugeot puisse toucher plus de dividendes au regard de ses actions. Au moment même où on nous dit qu'il faut baisser le coût du travail pour fermer au nez. Merci Thierry Lepant pour... évidemment, on se doute qu'il y a une différence d'appréciation entre la stratégie financière de PSA et la vôtre. Vous restez avec nous parce qu'on n'a pas encore abordé la question des retraites. Et là aussi, c'est une vraie question qui va être abordée avec le gouvernement. À tout de suite. Thierry Lepant, le secrétaire général de la CGT, est avec nous ce matin. Alors évidemment, il y a un énorme chantier qui attend le gouvernement et les partenaires sociaux, c'est la réforme des retraites, puisque Bruxelles nous a demandé d'aller encore plus loin, c'est le souhait aussi du gouvernement. Vous êtes prêt à céder quoi à la CGT, Thierry Lepant, sur cette question des retraites? Sur quel curseur on joue? Alors en fait, il y a deux curseurs possibles. Voilà. Les salaires. Voilà. Si on avait un salaire minimum dans notre pays à 1 700 €, on n'aurait pas de problème de retraite. Et l'autre curseur, c'est l'emploi et donc la croissance. Voilà. Parce qu'il y aurait assez de cotisations avec 1 700 €. Et oui. Si on augmente les salaires, si on augmente le nombre de salariés au travail, on n'a pas de problème de retraite. Donc ça, vous ne l'aurez pas. Pourquoi on ne l'aura pas? Vous y croyez vraiment? Vous avez du mal à rêver, vous. Hein, c'est un vrai problème. Il faut espérer, cher ami. Il faut espérer dans la vie. Mais vous parlez de rêve et d'espérance, mais pas de combat ou de mobilisation ou d'appel à la manifestation. Est-ce que pour vous, ce moment de la réforme des retraites va être un moment de confrontation et de manifestation, comme on l'a vu lors de la dernière réforme? Bien sûr qu'il y aura des appels à manifester si la réforme ne va pas dans le sens de ce qu'on souhaite. D'abord parce que nous avons une expérience. Ça fait 20 ans dans notre pays qu'on nous dit que c'est la dernière réforme et que ça va sauver le régime des retraites. On voit bien. Vous avez déjà une petite idée si ça va dans le sens on voit bien, que vous souhaitez on voit bien malheureusement que nous avions eu raison puisque de manière maintenant pratiquement annuelle, on remet le dossier des retraites alors qu'on nous avait dit l'année précédente que c'était la dernière réforme et que d'un point de vue structurel, on avait sauvé le régime des retraites. Ça avait été dit que c'était pas encore suffisant et qu'il fallait remettre sur le chantier. Tout le monde. Mais si on règle pas la question des salaires, si on ne règle pas la question du nombre de gens qui travaillent, on aura un problème de financement de la retraite. Ça, c'est un levier, en augmentant la masse des cotisations, que ce soit par le nombre de travailleurs ou par les salaires. Il y a d'autres leviers qui existent, que ce qui porte sur la durée de cotisation, donc la longueur des carrières, qui porte sur l'âge légal de départ. Est-ce que sur ces leviers-là aussi, ou sur le montant des pensions même, est-ce que sur ces leviers-là aussi, vous êtes prêts à jouer ? Quand vous dites la durée de cotisation, de quoi parle-t-on? Un jeune aujourd'hui, il arrive à avoir son premier CDI à 26 ans. Il cotise pendant 42 ans. Ça veut dire que son droit à la retraite, c'est 68 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut de plus? 70, 72, 74 forcément.
ce salarié-là, il n'aura pas sa retraite à 68 ans. Il arrêtera de travailler avant, il n'en pourra plus. Il faudra bien à un moment donné faire en sorte que, ou alors on va le pousser avec son petit chariot pour, bon, voilà. Et donc le problème, c'est que il n'aura pas une retraite pleine et entière. Et donc il aura une retraite qui ne lui permettra pas de vivre dignement la fin de sa vie. C'est bien ça la question qui nous est posée. C'est pas seulement une question de durée de cotisation, c'est une question de montant pour les retraités. Et alors, on peut jouer sur le montant des pensions. Alors, le montant des pensions, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, il a déjà été considérablement diminué. Il y a aujourd'hui une femme sur deux qui est au minimum retraite et que ça ne lui permet pas de vivre. Bon. Parce qu'il y a une piste qui est explorée dans le chantier des retraites complémentaires qui était de désindexer. Voilà. L'évolution des pensions de l'inflation. On a déjà eu une tentative qui vient de fonctionner d'ailleurs malheureusement, avec pour la première fois dans le cadre des complémentaires une désindexation du montant des retraites. On sait que le gouvernement réfléchit à le généraliser. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la garantie de niveau de pension et donc du niveau de vie pour les retraités n'est en fait plus une garantie. C'est dramatique. C'est dramatique, non seulement parce que les retraités n'ont plus les moyens de vivre décemment, parce qu'ils voient leur retraite baisser, mais c'est dramatique en termes de confiance. Notre système, il marche parce qu'il y a une confiance entre les générations. Les actifs d'aujourd'hui payent les retraités d'aujourd'hui. Si les actifs d'aujourd'hui n'ont plus... ça ne marche que dans ce sens-là. Si les actifs d'aujourd'hui qui font les efforts, jamais les retraités. Si les actifs d'aujourd'hui... Alors les retraités, ils ont fait les efforts. Ils ont travaillé toute leur vie. Oui, mais les actifs d'aujourd'hui, ils vont faire double effort. C'est-à-dire qu'ils font des efforts pendant leur carrière et quand eux seront à la retraite, on imagine qu'il y aura aussi probablement d'autres efforts à faire. C'est pour ça qu'il faut trouver une réforme de financement structurel. Ça passe par la question des salaires, ça passe par la question de l'emploi. Mais ça veut dire on n'a pas besoin d'une nouvelle adaptation d'une mécanique qui a produit des effets catastrophiques à moyen et à long terme. Thierry Lepant, je voudrais comprendre, parce que je vous écoute tout à l'heure exposer un petit peu votre analyse de ce dossier. Est-ce que pour vous, ça va être la première grande épreuve de force, vous, nouveau secrétaire général de la CGT, vis-à-vis du gouvernement sur ce dossier des retraites ? Ou est-ce que vous allez discuter, comme vous le dites là, vous le montrez point par point, sans rapport de force ? Oh mais la question du rapport de force est une question essentielle. Voilà. Il faut que les salariés s'occupent de leurs affaires. J'ai moi-même appelé au Congrès confédéral à ce qu'il puisse y avoir une irruption des salariés sur le terrain social. Il faut que les salariés arrêtent de penser Qu'est-ce que ça veut dire, une irruption des salariés sur le terrain social ? Je vais vous le dire. Il faut que les salariés arrêtent de penser que les syndicats, dans le cadre de négociations, peuvent obtenir des choses s'ils n'investissent pas le terrain social et s'ils ne se mobilisent pas. Le résultat d'une négociation, c'est avant tout le résultat d'une mobilisation. Voilà. Et nous allons travailler à la mobilisation. Ça, c'est une manière de dire vous n'avez pas assez de monde. C'est une manière de dire qu'il faut que les salariés s'occupent de leurs affaires. Voilà. C'est une manière de dire que le gouvernement va devoir compter avec les mobilisations, si possible unitaires, mais en tout cas à l'appel de la CGT, si les mesures sont des mesures qui sont qualifiées par nous comme étant des mesures d'antisociales. Mais écoutez, je le serai demain soir. Nous avons rencontré Yann Moreau, qui remettra son rapport prochainement au Premier ministre de la France, à Jean-Marc Ayrault. Le Conseil des retraites. Oui, le contenu même de son rapport est inquiétant. Il est inquiétant parce qu'il s'inscrit dans ce qui s'est fait précédemment et ce qui nous a conduit à l'échec dans lequel nous sommes. Thierry Lepant, qu'est-ce qui se passe si le gouvernement vous dit on désindexe les retraites et on augmente la durée de cotisation ? Il y aura les manifestations, il y aura les mobilisations, et il y aura besoin d'une intervention des salariés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça n'a pas marché sous Sarkozy. La feuille de route, nous l'aurons lors de la conférence sociale sans doute. Bon, là, on va voir si le gouvernement a l'intention de mettre en œuvre ce pourquoi il a été élu. Bon. Moi, je rappelle les propositions qui ont été faites durant la campagne électorale. J'ai d'ailleurs rappelé à son beau souvenir auprès de François Hollande ses engagements qu'il avait pris en matière de retraite. Sur les retraites, il a tenu la première partie, en tout cas, qui était de ramener la retraite à 60 ans pour les salariés qui ont commencé tôt. Une partie, oui. Voilà. Oui, et ensuite, il avait dit préserver le système. Alors après, tout est comment on préserve le système, en faisant des économies ou en augmentant le nombre de travailleurs ou les salaires. C'est tout le débat est là. Il y a un syndicat qui a une autre approche, qui est la CFDT, qui, elle, passe des compromis, notamment sur les retraites. On l'a vu plusieurs fois signé avec les pouvoirs publics. Est-ce que vous comprenez cette logique ? Et au fond, si la CFDT n'avait pas signé les précédents accords, est-ce que le système ne serait pas pire qu'il n'est aujourd'hui ?
Ah, ça c'est toujours, faut mieux se couper la première phalange pour sauver le doigt. On voit que ça marche pas. On voit que ça marche pas. La preuve, c'est que depuis les réformes qui, en gros, datent des années 2000, à chaque fois, on nous dit c'est la dernière réforme, c'est la réforme qui permet de sauver le système. Sauf que tous les 2 ans, on négocie un recul du niveau de pension, un recul de l'âge de la retraite et des cotisations qui sont moindres de la part des employeurs. Est-ce que pour autant le radicalisme et une forme de confrontation telle que vous le prenez à l'instant, est-ce que c'est ça qui fait avancer aussi les choses ? Moi, je pense qu'il y a besoin de confrontation. On voit bien que ça ne fait pas plier les gouvernements quand ils décident de faire passer des réformes, notamment sur les retraites. C'est pas plier les gouvernements, je ne suis pas sûr. C'est pas permettre, en tout cas, à ce qu'on en change. Bon, on a vu que la politique menée par le précédent gouvernement n'a pas été majoritairement reconduite dans le pays. Mais est-ce que c'est pas plus facile, au fond, pour vous, de dire à chaque fois, comme on l'entend à la CGT, de toute façon, les retraites, c'est une question de loi, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Comme ça, nous, on n'a pas à s'en mêler. Non, je ne dis pas ça, moi. Non, c'est pas une question de loi. Non, c'est pas une question de loi, c'est une question de rapport social. C'est combien est-ce qu'on consacre dans notre pays parmi les richesses créées, qu'est-ce qu'on met pour permettre aux gens qui ont travaillé toute leur vie de bénéficier d'une retraite dans la dignité et qui leur permette de vivre. C'est ça la vraie question qui nous est posée. C'est vraiment une question sociale, c'est vraiment une question humaine, mais c'est aussi une question économique. On sait qu'aujourd'hui la croissance est tirée par les salaires et dans les salaires il y a la question de la retraite. Plus on baisse le niveau de pension, moins les retraités pourront consommer et moins on aura de croissance et donc on aura plus de récession. Donc la CFDT qu'il faut inverser. Pour la CFDT qui co-gère finalement depuis l'arrivée de François Hollande à l'Élysée et qui essaie de trouver des réformes et de signer, à tort, et la CGT donc doit s'opposer, c'est son rôle. Aujourd'hui, c'est pas aussi binaire que ça. Vous avez signé les contrats de génération, par exemple. Oui, bien sûr, les contrats d'avenir aussi. Enfin bon, toutes les mesures qui vont momentanément un peu dans le bon sens, forcément que nous prenons notre part. Et qui n'inverseront pas le chômage. Non, bien sûr que non, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. La question des retraites va nécessiter une mobilisation d'ampleur des salariés, nous le savons. Et nous nous préparons, y compris, à ce que les salariés puissent intervenir. Mais on réglera le problème de la retraite en parlant de salaire, et en parlant d'emploi, et en parlant de croissance. Merci Thierry Lepens, secrétaire général de la CGT. Vous étiez à l'invité du Grand Rendez-vous Europe 1, e-Télévision et Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Merci. Merci à vous.